reparti pour une discussion qui, je pense, risque d'être assez passionnante entre Jean Tirole qui nous a rejoint. Bonjour Jean, comment ça va? En forme. Et we're going to do this in English, right? Because our other speaker is... Nous allons donc parler français ou anglais parce que je voudrais dire que nous avons une interlocutrice de la Commission, Margaret Vestager. Est-ce que vous nous entendez? Oui, oui, tout à fait, je vous entends très bien. Je suis très heureuse d'être avec vous. C'est vraiment une très bonne opportunité. Je suis très heureuse d'être avec vous. Nous espérons que vous allez pouvoir être avec nous en présentiel l'an prochain. Mais donc, ce n'est pas le climat est bien agréable actuellement à Toulouse, mais on espère vous avoir avec vous l'an prochain en présentiel. Donc, est-ce qu'on pourrait parler un peu plus dans le détail donc des recommandations concernant les règlements que nous essayons d'établir concernant donc les grandes plateformes Digital Service Act, toutes ces DSL, tout ce qui actuellement se met en place et qu'on essaye de réglementer, ces grosses plateformes Google, Amazon, qui sont vraiment ceux qui vont créer les règles du jeu. Madame la commissaire, comment est-ce que ces réglementations qui se mettent en place, qui sont maintenant en place, vont-elles atténuer un peu l'effet de ces grandes plateformes afin donc de restaurer des règles de responsabilité, de règles démocratiques et de supervision? Ah, vous avez bien cadré la chose. En fait, on en est vraiment au cœur de l'économie numérique. Il faut avoir des ouvertures pour les petits acteurs et il faut pour cela contrôler la technologie. Le côté positif serait très important, de telle sorte que les données ne pourraient pas être utilisées contre n'importe quel concurrent. Le fait que les clients puissent choisir leur application sur leur téléphone ou leur appli, que les clients puissent également choisir, sélectionner les services qu'ils veulent utiliser. Ça changerait le jeu numérique et ça nous permettrait de gagner en équité. Ça remettrait les choses en place au niveau de la démocratie. Parce qu'en fait, les règles du jeu décidées par le passé s'appliquaient au offline. Maintenant, cela doit s'appliquer à tout ce qui est en ligne. Et nous sommes à un moment crucial et je crois que le temps est venu pour les démocraties de se pencher sur la réglementation du numérique comme on l'a fait pour le secteur de l'énergie, de la finance et de l'économie. Et c'est essentiel de s'assurer que ce domaine soit également réglementé. Jean, est-ce que vous souhaitez réagir? Bon, je remercie Margaret pour participer et j'apprécie grandement sa participation et je dirais que j'applaudirais ce qui se fait en Europe. Avec toutes ces abréviations DME, DSA, c'est bon de réglementer les plateformes afin de s'assurer qu'on va vérifier le contenu des plateformes et je pense qu'on peut discuter des détails, mais le fait que l'Europe soit proactive est très important pour nous et c'est un peu un des modèles. Il y a des choses à améliorer, bien évidemment. Et nous sommes les premiers à mettre en place le règlement pour la protection des données. Est-ce que on peut le faire soi-même? C'est bon, c'est le début
nous essayons de protéger le consommateur dans une certaine mesure. Et avec DMA et DMSA, c'est très important. Il faut en discuter. Ce sont deux grands enjeux. Quel est le pouvoir du marché? Nous avons des grandes plateformes avec des services clés. Donc, avec Google, des marketplaces, App Store, avec Amazon Marketplace, nous avons toutes... C'est difficile de réglementer. Donc, il y a donc un problème de contestabilité en économie. Est-ce qu'une nouvelle plateforme peut remplacer Amazon et les grandes plateformes existantes? Et il y a le problème également de l'égalité qui est également... Nous avons un écosystème autour de ces grandes plateformes avec App Store, avec Amazon. Et est-ce que les honoraires qu'il impose sont trop élevés? 15% pour Amazon, 20% pour Booking, ou 30% pour Apple. Qu'en est-il donc de l'accès? Parce que ces plateformes n'opèrent pas sur les marketplaces, mais ce sont également des acteurs sur ces marchés. Donc, il y a toutes ces choses à prendre en considération. Et la loi antitrust n'est plus appropriée, elle est trop âgée. Et même en Europe, ce n'est pas suffisant. Donc, et dans le monde entier, il faut améliorer l'existant. Et je pense que parallèlement, la réglementation qui a été utilisé pour les télécoms, pour l'électricité, pour les grands services, ne marche pas pour deux raisons. Tout d'abord parce que ces GAFA sont des acteurs mondiaux et donc si on regarde l'histoire, l'EDF ou les télécoms, l'électricité c'était des plateformes nationales. Il n'y avait qu'une réglementation, pas des centaines de réglementations. Et on ne suit pas également cette plateforme sur toute leur durée de vie. Donc c'est bien de dire que Google se remplit les poches, mais on n'a pas suivi tout ce qui s'est passé depuis le début. Bien des plateformes n'ont pas réussi. Donc il faut également voir qu'il y a une probabilité de succès à prendre en considération. Toutes ces réglementations ne marchent pas pour ces plateformes. Et ce qu'il faut par conséquent, c'est regarder ce qui s'est fait avec le DMA et essayer de réfléchir à la nouvelle façon de réglementer, donc améliorer donc les lois antitrust. Madame la commissaire, est-ce que vous considéreriez que l'Europe dispose à l'heure actuelle des outils pour gérer ces problèmes au niveau des plateformes pour pouvoir traiter leurs errements ou leurs défauts de conduite, va-t-on dire? Eh bien, nous avons deux problèmes, je suppose, majeurs. Il y a une coupure, mais ça n'est pas suffisant. Lorsque on met en place une réglementation, ça peut marcher. En ce qui concerne le RGPD qui autorise le droit pour les citoyens à la confidentialité, l'Europe se comporte plutôt pas mal du tout, fait mieux que le reste du monde, même si nous devons encore progresser pour faire comprendre aux personnes qu'elles sont responsabilisées. Et donc, il faut faire attention à ce qui concerne maintenant les DMA. On a une courbe, on n'est pas si mal sur la courbe, mais le reste du monde doit pouvoir s'aligner. Au fur et à mesure que les autres pays vont s'aligner, les chances de succès général vont bien sûr augmenter, aussi. Et donc, ces gardiens du temple, en quelque sorte, vont devoir jouer un rôle essentiel. Comment gérer tout l'aspect client? Comment gérer tout l'aspect qui touche les citoyens? Tout ça, ce sont des questions qui se posent. Bien sûr, la réglementation est un outil de changement du paradigme. Cela est déjà
poser, et cela se fait à certains niveaux, au niveau de l'Europe, mais cela doit se faire au niveau mondial. C'est un sujet mondial, c'est un sujet global. Et vous savez qu'il y a déjà des règles en place en Corée du Sud, en Australie, au Japon, aux États-Unis aussi. Et bien sûr, cela permet d'accompagner les changements de modèle dans le domaine des hautes technologies. Le grand problème, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'on veut éviter pour le bien commun? Parce qu'il faut maintenir le bien commun. Il y a des fake news et donc il y a beaucoup de choses qui nous préoccupent. Est-ce qu'il y a une demande du consommateur pour ne pas se retrouver dans cette situation? Le consommateur ne veut pas avoir de marchandises défectueuses, plus particulièrement au niveau des fake news. Mais du point de vue de l'application, il y a 4 façons de le faire. La façon traditionnelle, c'est de demander à un régulateur ou une cour de justice classique qui va donc imposer des amendes. C'est tout à fait intéressant, mais c'est très lent. Et dans bien des cas, ce sera donc traité par la Cour de justice, mais peut-être aussi par le gouvernement. Peut-être en Russie, en Chine, ils ont une autre façon de procéder sur les infox. Et le DSA met une charge sur les plateformes. Et c'est vrai que les plateformes ont beaucoup d'informations, ils ont des algorithmes, ils disposent de beaucoup de dispositifs pour obtenir l'information. Et il n'y a peut-être pas la légitimité, mais c'est un autre problème. Et la 4e façon, c'est les utilisateurs, c'est vous et moi. Il y a eu des propositions dernièrement pour que Facebook serait donc une plateforme qui fournit du contenu et des commentaires, mais vous pouvez choisir votre propre version de Facebook. Et je pense que tout le monde choisirait une plateforme sans infox et non violente, de sorte qu'il y aurait donc un éditeur qui pourrait réglementer tout ça. Mais nous devons nous comprendre qu'il y a également une autre version de Facebook avec différents types de Facebook, parce que ce n'est pas clair si les gens veulent vraiment ne pas avoir d'infox et de nouvelles violentes. Donc il faut choisir entre ces 4 choses en mettant à l'écart le gouvernement. Ce sera donc une combinaison des 3 autres choses dont nous avons parlé. Parce que ces plateformes, maintenant, elles choisissent ce que nous pouvons voir ou ne pas voir, et ce que nous pouvons lire ou ne pas lire. Les plateformes ont ce pouvoir actuellement. Et qui est responsable et et quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a une mauvaise conduite, un mauvais comportement? Je pense qu'il faut faire une distinction qui me paraît essentielle. Au niveau de l'Europe, on définit des processus à mettre en place et ce que l'on peut faire également au niveau des législations des différents États. La Commission européenne va donc réguler les plateformes les plus importantes et les pays, les plateformes plus petites. Il est très important d'avoir les réglementations, mais ça n'est pas toujours facile, de définir ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas être dit. Il peut y avoir des différences d'un pays à l'autre, et donc on ne connaît pas tout à fait les frontières et les limites dans tous les cas de figure. L'Allemagne, par exemple, est particulièrement stricte. Et donc, cela veut dire qu'il ne faut pas empêcher les débats, les discussions nationales pour définir ce qui doit être considéré comme légal et ce qui doit être considéré comme illégal dans nos démocraties. C'est facile à déterminer lorsqu'on parle abus d'enfants ou lorsqu'on parle terrorisme. Mais vous pouvez aussi
aussi entrer dans une zone plutôt grise, plutôt floue, qui est intéressante à explorer, mais qui est plus difficile précisément à explorer et à délimiter. Et donc, je crois qu'il faut savoir se responsabiliser et mettre en place des systèmes pour réguler les contenus. Il faut aussi avoir des mécanismes d'arbitrage et en bout de course, le tribunal aura à statuer. Et donc, il est très important de définir des codes de conduite. Les plateformes peuvent faire mieux, mais elles font déjà beaucoup, notamment lorsqu'il s'agit d'infléchir les campagnes de manipulation et des propagandes de la Russie que l'on observe à l'heure actuelle dans le cadre de la guerre contre l'Ukraine. Et je crois que c'est l'association de différentes mesures qui fournira les services dont on a besoin, tout en respectant la démocratie, mais en établissant des garde-fous, à savoir qu'est-ce qui doit être dit et qu'est-ce qui peut être dit, pardon, et qu'est-ce qui ne peut pas être dit. Et bien sûr, une des raisons pour lesquelles nous avons des propos violents, des propos agressifs, des propos incitatifs à des mauvaises conduites, c'est parce que c'est excitant, c'est parce que ça entraîne les gens. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle il faut essayer d'infléchir, de changer les modèles. On ne peut en aucun cas encourager ce type de propos agressifs, brutaux, incitatifs aux mauvaises conduites. Comment allez-vous vraiment réagir dans le monde numérique? Dans le monde numérique, parfois il faut réagir en quelques secondes. Est-ce que vous disposez des moyens nécessaires au niveau européen et au niveau des pays? Et comment envisagez-vous la coordination pour réagir aussi rapidement que possible? Eh bien, ce que nous ferons au niveau européen et au niveau national, c'est vérifier que les flaggers puissent donc pointer très vite ce qui se passe et ensuite nous automatiserons les services. Mais bien entendu, vous pouvez trouver que quelque chose n'est pas très catholique, entre guillemets, mais si ça n'est pas illégal, vous ne pouvez rien faire. Donc, ça veut dire qu'il faut être à même de tenir les frontières, de s'en tenir aux bonnes frontières, mais en revanche, il faut être prêt à réagir si quelque chose est réellement illégal. Alors, il faut pouvoir surveiller les plateformes en termes d'évaluation du risque, parce que certains propos peuvent saper les démocraties, certains propos peuvent aller à l'encontre de la santé mentale des gens qui les reçoivent, et ceci ne peut être fait ceci doit être fait par des auditeurs indépendants, mais nous devons les contrôler, nous devons contrôler que les choses sont réellement faites en termes de contrôle. Je suis tout à fait d'accord. Mais les plateformes ne donnent pas les bonnes incitations, c'est comme l'a bien dit Margaret, ils veulent vous retenir le plus longtemps possible pour que vous soyez intéressés, pour que vous voyez toute leur campagne publicitaire. Et bien sûr, parfois, on est plus intéressé par la violence et par l'infox que par le bien commun. Donc ceci fait partie de la difficulté, bien évidemment. C'est la même chose avec l'addiction digitale, parce que les plateformes apprécient ça.
Donc, mais il peut y avoir des processus de supervision, mais effectivement, il faut qu'il y ait des recommandations. Et ce n'est pas facile parce que, en tant que, comme Margaret l'a dit, on ne sait pas très bien ce que sont ces infox. Parfois, ça peut être très dommageable. Parfois, ça peut être anti-vaccin, anti-vax. Mais c'est très dangereux pour la société, bien évidemment. Mais ceci m'amène également au tableau plus grand, plus large. Est-ce qu'on veut un contenu qui serait bien gardé, bien conservé? La richesse vient des utilisateurs. Et je prendrai une analogie avec l'open source, avec Wikipédia, qui sont des sources publiques. Vous avez toujours quelqu'un qui va monitorer, qui va conserver, qui va conserver et qui va également contrôler. C'est très important parce que il faut que l'utilisateur va amener la richesse du contenu, mais il y a une certaine économie. Je ne lis jamais les commentaires sur une plateforme. Vous avez 500 commentaires et la plupart de ces commentaires nécessitent un psychanalyste pour être... il y a très peu de choses intéressantes dans ce qui est mis en commentaire. Donc, mais comment trouver l'élément intéressant dans tous ces commentaires? Donc, ça, on ne sait pas. Et on sait parallèlement que des contenus plus riches qui n'ont pas été donc préservés, ça ne coûte rien pour personne, mais donc parfois c'est vrai que la pensée mainstream est un peu biaisée. On ne peut pas parfois c'est intéressant d'en penser en dehors des sentiers battus, mais je dirais que je serais pour une préservation, une conservation des... Oui, nous avons un exemple très intéressant concernant ce qui concerne la loi sur le service digital pour certains domaines tels que Elon Musk qui va racheter Twitter. Est-ce que la Commission s'intéresse à cette question de manière très précise ou sur la façon dont... Est-ce que ça la préoccupe ou est-ce que ça concerne la Commission ou pas? Cette prise de... Les gens qui utilisent Twitter ont dû réaliser ce qui se passait depuis plusieurs années. Donc, vous avez jusqu'à présent des pop-up disant « Voulez-vous lire cet article avant de le retweeter ?» Il y a pléthore de tweets sur les vaccins et vous avez des informations officielles qui sont sur Twitter. Donc, Twitter a fait beaucoup au cours des dernières années pour s'aligner sur un code de conduite. Et je considère que ça serait une immense perte si ça ne perdurait pas, car ça a beaucoup aidé à avoir donc... ça a beaucoup aidé les gens à avoir plusieurs perspectives et à les inciter à chercher d'autres informations. Donc, peu importe qui possède Twitter, Twitter a des conditions d'utilisation comme toutes les plateformes. Et Twitter, donc, quel que soit le propriétaire, devra continuer à respecter les conditions d'utilisation. Souhaitez-vous réagir sur ce sujet? On peut être préoccupé. Il faut faire la distinction entre l'ingénieur Elon Musk avec un esprit très intéressant d'entrepreneur, l'esprit d'entrepreneuriat, et Elon Musk en tant que leader politique ou ayant des idées politiques. Comme Margaret a dit, la réglementation ne doit pas dépendre de la propriété, de qui est propriétaire. C'est peu important de savoir si c'est Elon Musk qui est le propriétaire de Twitter, à condition que Twitter suivent la réglementation. Nous avons une étude qui a été faite par un économie de Chicago sur Twitter. On s'est aperçu qu'ils ont fait des expérimentations de contrôle. Si par exemple, on efface certains posts concernant des propos haineux, et c'est intéressant, les gens qui ont posté ça ont lu encore plus de posts
avec un engagement de la part des utilisateurs. Et peut-être que Twitter va perdre de l'argent en essayant. Donc le problème va être reporté ailleurs. Donc il faut voir, il y a une migration qui se produit dans différents cas. Ça, c'est à l'intérieur de Twitter. Vous allez enlever le post, mais on va l'effacer, mais ça va provoquer une multiplication du nombre de posts. Et il faut donc essayer de contenir ces propos haineux, mais ce n'est pas facile. Et si vous réglementez trop Twitter, alors à ce moment-là, vous allez vous assurer que les gens, plus particulièrement qui appartiennent à des groupes, pensent de la même manière. Tous ceux qui sont conspirationnistes ne vont pas aller vers une autre plateforme. Et donc, finalement, vous avez le même résultat. Donc, c'est quelque chose sur laquelle je suis en désaccord avec la proposition de DSA, car il y a plus d'obligations qui sont mises sur les plateformes. C'est bon. Je comprends, c'est moins cher c'est que si l'utilisateur doit organiser le contenu, mais parallèlement, si nous avons des petites plateformes qui se mettent en place avec tous ces propos haineux, ça ne va pas être terrible. Donc il faut en revenir à la loi, si j'ai bien compris. Mais DMA, c'est le pouvoir du marché. C'est bien sûr lié aux grandes plateformes. DSA, pas d'obligation pour les grandes plateformes, mais nous ne devons pas oublier que les petites plateformes peuvent être très dangereuses également, car il peut y avoir des scandales, alors que sur les grandes plateformes, elles ont une grosse capitalisation de marché. Nous avons tout à l'heure tenu une séance très intéressante sur l'intelligence artificielle. Et on s'est demandé à quel stade la réglementation devenait excessive et se traduisait par une hyper-régulation, une surrégulation. Dans quelle mesure et jusqu'où doit-on réglementer dans ces plateformes internationales ou non européennes? On a bien sûr toutes les plateformes de par le monde qui ne sont pas réglementées par l'Europe, mais on a également toute une variété d'acteurs qui ne cessent de vouloir innover. Donc, quel est l'équilibre qu'on pourrait essayer de trouver entre la réglementation et l'innovation? Et comment réglementer sans faire du mal, sans faire obstacle à l'innovation? C'est une question très intéressante, une discussion fascinante. Et je reviens à ce qui a été dit. Il y a une asymétrie dans le DSA, dans cette législation sur les services numériques. Mais si on en revient à la quintessence, il existe des obligations pour les plateformes qui ne peuvent pas véhiculer des propos de haine, etc. Et une des raisons pour lesquelles la réglementation est importante pour les grandes plateformes, les plateformes majeures, c'est que les gens vont sur les réseaux sociaux, etc., mais pas forcément uniquement pour des propos haineux. Et la grande majorité d'entre nous ne sont pas victimes de la propagande haineuse ou autre. Mais d'autres peuvent l'être. Donc, je crois il faut essayer de travailler à prévenir l'extension du territoire qui véhicule la haine sur les plateformes. Et en ce qui concerne le juste équilibre à trouver entre innovation et réglementation, c'est que la réglementation peut accompagner l'innovation et non pas la contrecarrer. C'est d'ailleurs le but de la législation sur l'intelligence artificielle. Ce que nous voulons essayer de faire, c'est éviter le risque de biais, de discrimination, et notamment dans le secteur
public, dans le domaine des services, dans le domaine de l'emploi, le domaine des services sociaux. Il faut s'assurer de l'égalité de traitement de l'ensemble des citoyens. Et selon la logique de l'intelligence artificielle, dans la logique de l'intelligence artificielle, ça ne veut pas empêcher d'ouvrir toute grande la voie à l'innovation. Mais les réglementations peuvent être des facilitatrices de l'innovation. Et c'est le cas dans bien des domaines. Si vous êtes un investisseur, par exemple, aujourd'hui, la question c'est comment arriver jusqu'aux clients, comment arriver jusqu'aux investisseurs. Et en fait, vous pouvez le faire, mais ceci dit, vous pouvez le faire dans une certaine limite, car vous avez ces gardiens du temple, ces gatekeepers. Et si nous agissons différemment, nous ouvrirons peut-être la porte à davantage d'entités, notamment de moindre importance en termes de taille, qui pourront avoir un accès à ces marchés. Et c'est vrai qu'il y a énormément de progrès qui sont effectués. Je pense aux avancées obtenues par l'université de Saclay, qui a travaillé sur tout ce qui était entrepreneuriat. Cela fait l'objet d'immenses travaux de recherche. De nombreux projets sont en cours. Et pour aider au financement de l'ensemble des acteurs, même de petite taille, l'accès au marché. Je voudrais dire à Margaret, on n'aime pas les monopoles. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les monopoles? Parce qu'ils imposent des tarifs très élevés, et ce n'est pas dans l'intérêt du consommateur, mais aussi parce qu'ils n'innovent pas. Ils n'innovent pas parce que ils se reposent sur leur laurier et ils cannibalisent leur marché. Donc nous voulons une entrée sur les segments clés tels que les marketplaces, les réseaux sociaux, également sur des segments tels que les ventes. Le package DMA sur l'antitrust, c'est pour faciliter les entrées sur les marchés, sur ces deux segments. Sur le segment clé, avec une interopérabilité en facilitant donc une navigation, c'est un terme technique pour faciliter donc la connexion sur d'autres plateformes pour les utilisateurs. Ils peuvent basculer d'une plateforme à une autre facilement. Et également, vous voulez utiliser les données, si vous innovez au niveau de vos produits, Amazon et Google vont essayer d'utiliser vos produits et imiter vos produits pour vendre leurs propres marchandises avec leurs propres références. Donc c'est important pour l'innovation. J'insiste là-dessus. C'est très important qu'on ait la loi DMA, antitrust. Maintenant, en ce qui concerne le marché national, je suis toujours très inquiet parce que je suis français probablement, parce que on utilise toujours mal ce terme. Il est synonyme d'information asymétrique et par opposition à la création de grands champions. Même en Europe, nous avons besoin d'un pouvoir qui serait donc dirigé par des scientifiques qui managent les projets, certainement ce qu'on ne fait pas en France ou en Europe. Et nous avons également besoin d'un écosystème avec des universités clés. Nous avons besoin de capital qui va favoriser l'entrepreneuriat plutôt que d'aller aux États-Unis. Donc, je ne crois pas que ce soit le rôle du gouvernement de décider qui sera le gagnant. Le gouvernement peut faire, c'est créer donc l'infrastructure, créer la connaissance, l'écosystème local, comme à Stanford.
avec Xerox pour la Silicon Valley, où toutes les innovations se sont produites. On essaye encore de trouver nos champions nationaux parce que nous n'avons pas d'entreprise dans les 20 premières ou dans les 100 premières entreprises dans le monde, du point de vue capitalisation boursière. Donc, je suis très inquiet sur les champions nationaux. Nous en avons besoin, bien sûr, mais ce n'est pas au gouvernement de trouver cela. Oui, je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec votre avis sur les monopoles. Personne n'aime les monopoles. Est-ce que pensez-vous de ce terme champion et des champions européens? Est-ce que vous pensez qu'il faut faire attention à l'utilisation de ce terme? Eh bien, revenons au monopole. Il y a des gens qui aiment les monopoles et ceux-là, ils font tout pour les protéger. Et la réglementation que nous essayons de faire passer ne s'est pas faite sans lobbying et sans vraiment prendre conscience que les monopoles aiment les autres monopoles. C'est une qui offre une position très confortable, et où vous n'avez pas à vous challenger. Et en fait, au niveau européen, je crois qu'il faut avoir confiance que être challengé, c'est essentiel et c'est vivifiant. Et il faut donc innover pour produire de meilleurs services, pour avoir de meilleurs produits. Et ce que nous faisons à l'heure actuelle est très intéressant. C'est ainsi que nous avons un projet européen sur les batteries avec différentes strates, et on essaie de faire ce que des entreprises isolées ne peuvent pas faire. On travaille sur les systèmes de recyclage, sur les futures générations de piles. On travaille sur la numérisation des piles. Autrement, bien sûr, quand vous ne pouvez plus recharger vos batteries, il va bien falloir les recycler, par exemple. Et tout ceci, évidemment, implique des investissements très élevés et au niveau planétaire. Donc, grâce à des financements publics, mais également, surtout grâce aux finances privées, nous avons avancé. Et ce ne sont pas les gouvernements qui ont choisi les champions ou qui ont nommé des champions qui les ont préemptés. Et c'est tous ensemble que nous l'avons fait. Ça, c'est une approche innovante et c'est ce dont nous avons besoin pour avoir une véritable empreinte au niveau du marché mondial. Et pour parvenir à construire cette empreinte mondiale, il faut prendre conscience de ce que l'Europe peut offrir. Nous ne voulons pas, par exemple, importer n'importe quel produit, avoir des main-d'œuvre qui sont employées dans des conditions lamentables, méprisables. Ce qui veut dire que tout ce qui touche aux conditions de travail, aux conditions environnementales doivent entrer dans un cadre donné qui puisse permettre de poursuivre l'innovation tout en luttant contre le réchauffement climatique, par exemple. La lutte contre le réchauffement climatique doit devenir partie inhérente de l'ensemble des processus, des mesures d'innovation. On doit penser global, on doit penser mondial. Totalement d'accord. Il faut avoir la bonne échelle. C'est pas toujours facile si vous voulez être en compétition contre la Chine, les États-Unis. Nous avons besoin de champions français ou européens. De toute façon, ça va de soi. Et je dirais que du point de vue, oui, nous avons besoin parfois d'un soutien public et c'est la raison pour laquelle nous devrions avoir des processus de responsabilité ce serait mieux que ce que nous utilisons en Europe afin de nous assurer que nous donnons bien l'argent aux gens qui vont produire des choses qui seront valables avec des bons résultats. Et ça, le politique
le processus politique n'est pas satisfaisant. Ce que Margaret a dit concernant les conditions à l'étranger, oui, c'est un grand problème. Et dans le rapport de la commission que je préside avec Olivier Blanchard, on a recommandé ce qui a été fait ou ce qui va être fait en Europe, d'avoir donc une évaluation des taxes aux frontières afin d'éviter que des industries intensives du point de vue carbone se déplacent à l'étranger. C'est très important, donc il faut avoir une certaine réglementation ou des incitations bien, nous ne voulons pas que les pays ne soient plus en mesure d'être compétitifs parce qu'ils ont un avantage compétitif en s'exportant. Avez-vous un commentaire à faire par rapport à ce que vient de dire M. Tirole? Je crois que c'est un excellent exemple qui illustre comment la politique est éclairée, disons, grâce aux conseils donnés par des gens de l'extérieur qui font des propositions et des recommandations. Et donc, c'est valable pour la mise en place des différentes lois, celles sur l'intelligence artificielle, etc. Et je pense que la mise en place de ces mécanismes que nous avons évoqués est un véritable signal pour l'ensemble du monde qui voit que nous travaillons et que nous pouvons aussi travailler à d'autres sujets tels que notamment par rapport aux investissements étrangers à l'Europe qui peuvent être donc acceptés par rapport à tout ce qui touche à la concurrence. Et je trouve tout à fait légitime de disposer des outils des outils nécessaires pour accueillir tout en vérifiant ce qui arrive et qui est extérieur à l'UE proprement dite. Et je crois que c'est un signal fort que nous envoyons à nos partenaires sur les marchés et je crois que le soutien politique est important. Et nous avons eu l'occasion d'en discuter avec nos amis américains lors d'un sommet. Les financements accordés dans le domaine des semi-conducteurs ont fait l'objet de discussions sur la façon de les accorder, dans quelle mesure les accorder, jusqu'à quel point les accorder, etc. Donc, il faut essayer d'avancer, mais pas à pas, pour essayer de modifier les comportements. Mais au niveau global, vous avez mention de l'intelligence artificielle. Nous avons eu une séance de travail très intéressante juste avant celle-ci sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les consommateurs, sur la société, les citoyens, etc. Quel est l'objectif de la Commission en la matière? L'objectif est-il de réglementer ou est-il autre? Eh bien, nous voulons faire deux choses en même temps. Nous voulons réglementer le risque de discrimination et nous voulons également investir aussi largement que possible. Je crois que tout le monde connaît les exemples de discrimination, de traitement non équitable par les machines. Nous avons l'exemple hollandais, néerlandais et avec un problème lié à l'intelligence artificielle dans les services sociaux qui a amené des démissions en masse. En tant qu'être humain, nous avons des préjugés, des biais. Et c'est vrai que la machine peut-être aider à se débarrasser de certains des préjugés que génère l'homme.
Et peut-être qu'un deuxième avis précieux pour l'être humain qui peut avoir des préjugés peut être produit, peut être fourni par les outils d'intelligence artificielle. Mais je pense qu'il faut avoir un bon niveau de contrôle des cas d'usage dangereux. C'est un grand enjeu, pas simplement pour la Commission, mais également pour les chercheurs et pour tous ceux qui réfléchissent à la façon dont il faut réglementer l'intelligence artificielle. Si on regarde la loi, c'est très intéressant. Il y a un certain nombre de points qui sont intéressants, mais il nous faut plus de recommandations pour savoir exactement où on peut s'arrêter. Tout d'abord, en ce qui concerne le score social, on n'aime pas ces scores sociaux tels qu'ils sont imposés en Chine, où toute entreprise est cotée donc à un certain rang. Donc ceci va provoquer de la division et au niveau de la politique, et nous ne voulons pas ce type de classement social. Est-ce on a des scores sociaux sur Uber, sur eBay, il y a des scores sociaux. Donc où est-ce qu'on est au bon niveau? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'autre chose également, vous avez parlé il y a la supervision humaine, comme Margaret l'a dit. Ceci a également été mentionné dans la séance préférence. On peut faire des erreurs humainement. Ce n'est pas simplement la machine qui fait des erreurs et qui a des biais, mais c'est également l'être humain. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, en Chine, vous avez Alibaba qui va donc prêter de l'argent à des millions d'entreprises, de petites entreprises, et vous avez la réponse pour votre prêt en 1 seconde. Oui, parce que vous avez l'intelligence artificielle derrière, vous avez beaucoup de données qui ont été recueillies vous concernant en tant que personne, et donc les algorithmes sont très précis. Et c'est une façon de faire de l'argent. Et dans ce cas, ce n'était pas mauvais parce que ces millions de SME, de petites entreprises, ne pouvaient pas obtenir de prêts de la part des banques publiques. Donc, ce n'était pas une mauvaise chose que ça aille sur le secteur privé. Mais il faut qu'il y ait un facteur humain. Cela va dépendre de la compétition, ce qu'ils font. Pour avoir accès à un prêt, est-ce que c'est un droit? Est-ce que tout le monde doit avoir un prêt? Je ne sais pas. Et ensuite, cela va dépendre de la compétition. Si vous ne l'obtenez pas, votre prêt, vous pouvez aller voir une autre institution financière. Donc, là, on n'a pas forcément la réponse, mais il nous faut avoir des réponses. Donc, je dirais que le manque de supervision humaine ne sera pas forcément une mauvaise chose à tous les coups, parce que ça coûte beaucoup, mais je vois également le danger qu'il se faut donc il faut apprendre et il faut essayer d'avoir des recommandations plus claires sur ce qui peut être fait et pas fait. Madame, souhaitez-vous réagir? Je ne peux que souscrire entièrement à ce que vient de dire Monsieur Tirole. Et je souhaiterais ajouter un point sur l'intelligence artificielle. Est-ce que l'expandabilité peut être challengée? Il est de plus en plus crucial de savoir quel est le type de données qui nourrissent l'intelligence artificielle. Non seulement au moment de la mise en route du système d'intelligence artificielle, mais tout au cours de son fonctionnement. Et notamment lorsqu'il s'agit notamment lorsqu'il y a quelque chose de crucial qui se passe. À savoir, lorsqu'il y a quelque chose de crucial qui est géré par l'intelligence artificielle, accès à un travail, évolution de carrière, etc. Ces intelligences artificielles concurrencent de plus en plus les êtres humains. Est-ce que vous devriez les taxer, ces systèmes d'intelligence artificielle, à un stade ou un autre? Est-ce qu'on pourrait envisager de les taxer, de les imposer? Je serais ravie si nous parvenions à un stade où nous pourrions taxer les multinationales, n'est-ce pas?
Nous avons des accords internationaux à l'heure actuelle déjà, mais ils doivent être mis en œuvre. Je n'ai rien contre taxer des machines, mais il faut que le niveau d'imposition et de taxation soit équitable, n'est-ce pas? Des centaines de milliers d'entreprises paient de ce type des taxes, et c'est le cas des petites entreprises, mais les gros, eux, échappent à ça. Je suis d'accord. Il faut d'abord appliquer les traités, et c'est la première chose à faire. Et donc, il faut qu'il y ait une réglementation, comme on l'a discuté. Mais la taxation des robots, de l'intelligence artificielle, c'est un grand débat au sein des économistes parce que ça va créer, mais ça va enlever des emplois également. Donc il y a un grand débat concernant cette question. On ne veut pas pourrait empêcher la croissance. Et il y aura donc le pouvoir d'achat qui va baisser compte tenu de ces technologies. Je dirais que le grand débat, ce n'est pas d'opposer les robots et l'intelligence artificielle, ils existent. Le grand problème, c'est la disparition rapide d'emplois qualifiés, et ceci de manière très rapide. Et ça va provoquer des problèmes sociaux. Et la taxation en tant que telle et les incitations, ça c'est un autre problème. Ça va être lié à la technologie. Il y a beaucoup de progrès qui ont été effectués dans le domaine technologique depuis 200 ans, c'est très bon, mais on ne va pas voir le nombre de dentistes disparaître parce qu'il n'y aura plus de pâte de dentifrice. Donc, toutes ces choses sont très importantes. Et nous avons besoin d'un robot, nous avons besoin de l'intelligence artificielle, mais comment réglementer? Comment voir les implications pour le marché du travail? Ceci va aller très vite du point de vue de la destruction des emplois, et ceci, bien sûr, est très perturbant et il faut réfléchir à ce qui va qu'est-ce qui va se passer pour notre société qui est déjà bien endommagée. Bien. Comment l'intelligence artificielle et les êtres humains peuvent-ils cohabiter? Une dernière question peut-être. Vous nous avez dit tous deux que ces réglementations constituent une étape très positive visant à améliorer les choses et visant à aider le marché à cohabiter avec ces plateformes. Mais vous avez également dit qu'il fallait faire plus. Alors, qu'est-ce qui doit être amélioré selon vous et comment? Madame, eh bien, tout d'abord, n'oublions pas que nous avons cet accord politique sur donc la loi DSA et DMA. Il faut mettre ces lois en œuvre pour que les changements puissent se produire. Et je crois qu'il faut également faire de RGPD quelque chose de réel, de bien ancré. C'est évidemment essentiel pour nos citoyens, nos concitoyens. Et ça devrait être une espèce de guide, d'étoile qui nous inspire. Et il faut bien sûr continuer à chercher les failles qui existent encore, les gaps. Mais la technologie a amené des améliorations considérables dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la connectivité. La liste est interminable. Mais ça ne marchera que si nous pouvons nous assurer que le positif est largement supérieur au négatif dans tout ça. Quel que soit votre rôle dans la société, que vous travaillez dans le public ou le privé. Tout à fait d'accord. Il faut améliorer les RGPD grandement. Mais il faudra améliorer DMA et DSA. Ce sont de très bonnes étapes dans la bonne direction. Il faut qu'il y ait des incitations pour les plateformes, mais aussi pour les gens. Et je pense que nous croyons un certain nombre de choses et le récit est toujours très important.
Mais le monde ne veut pas toujours entendre la vérité. Il faut réfléchir à la surveillance algorithmique. C'est compliqué parce qu'il faut réfléchir également à quelles sont les demandes par rapport aux algorithmes. Est-ce qu'il s'agit simplement de maximiser les profits? Mais il y a également dans ce processus des choses qui sont opposées au DMA. Par exemple, vous aurez la meilleure garantie de prix avec de bonnes clauses. Votre plateforme vous garantit le meilleur prix. Ça fait partie du package. Ce sera légal avec le DMA et c'est tout à fait normal. Mais l'algorithme va retrouver ça, va repérer ça. Mais on est sur la maximisation du profit. Comment est-ce qu'on contrôle les algorithmes? Ce sera d'autant plus facile que le staff sera relativement faible. Donc nous avons besoin de beaucoup plus d'économistes. Et ça, ce sera le challenge. Et je pourrais continuer avec les défis qu'il nous faut relever. Mais je voudrais simplement souligner que ça, ce sont vraiment des éléments très importants pour commencer. Merci à tous deux et j'espère que nous pourrons vérifier l'avancée des choses l'année prochaine lors de la prochaine édition. Merci de nous avoir consacré ce temps pour cette table ronde. Merci.